Bonsoir à tous. Bonsoir. Bienvenue pour ce dernier forum NEOD de l'année 2018 et peut-être le dernier forum tout court. On le verra tout à l'heure. On a choisi aujourd'hui de vous concocter un programme autour d'un thème d'actualité dans le financement des entreprises et apparemment, le succès est au rendez-vous puisque cette salle est presque comble. Merci de votre présence. Un thème également donc d'actualité par rapport au canton de Neuchâtel, puisque si nous parlons de la révolution ICO, la révolution dans le financement des entreprises innovantes par une voie participative, eh bien, j'ai trouvé finalement par rapport à ce titre, deux choses plus en phase avec ce qui se passe actuellement à Neuchâtel. Une révolution parce que les outils de soutien à l'innovation dans ce canton sont en pleine révolution. Effectivement, la transition de NEOD à Microcity qui sera effective au 1er janvier 2019. Mais également parce que Neuchâtel a la chance d'accueillir sur son territoire de nombreux spécialistes de la technologie blockchain et par conséquent du domaine des ICO. Plusieurs spécialistes s'exprimeront aujourd'hui sur le domaine, notamment dans le domaine juridique. Et également parce que le canton de Neuchâtel est bien un des projets d'ICO, ou en tout cas connecté à des grands projets d'ICO. Et le témoignage aujourd'hui de la société Lake Diamond, eh bien vous verrez qu'il est immédiatement lié à la société Neocode que nous avons le plaisir d'héberger depuis plusieurs années chez nous à NEOD Chaux-de-Fonds. Je tiens d'emblée donc à remercier ces différents orateurs pour leur participation. Vous verrez, c'est un sujet un peu complexe, mais dans 1h30, vous aurez, je pense, tout compris. Je l'espère en tout cas que vous aurez envie de savoir plus sur le domaine des ICO. La révolution ICO, eh bien, va démarrer imminemment sous peu. Je vous ai annoncé, lors du dernier forum, la transition, et je viens de la répéter, de NEOD à Microcity, une structure qui aura une activité beaucoup plus transversale dans le domaine du soutien à l'innovation, de vos projets d'innovation, pas que des startups, comme c'était la vocation de NEOD, mais également l'innovation des PME, des entreprises établies, des grandes sociétés internationales également. Et nous allons promouvoir et animer. Alors si j'ai dit que c'était peut-être le dernier forum NEOD, soyez rassurés, il y aura des événements Microcity, forums peut-être, autres probablement. Je vous ai annoncé donc ça lors du dernier forum, c'est chose faite puisque le 9 novembre, nous avons donc incorporé la société Microcity SA. Nous sommes actuellement en train de mettre en place l'organisation qui permettra un déploiement progressif des activités à partir du 1er janvier 2019. Vous voyez sur cette photo également Caroline Wright qui a été nommée présidente du conseil d'administration. Le micro s'est coupé, non? C'est bon. Il y a eu une coupure, excusez-moi. Et bien voilà pour ces quelques mots d'introduction. On va rentrer maintenant dans le monde des ICO et de cette révolution financière pour les entreprises. Et je remercie Bilan, comme d'habitude, d'animer cette soirée. Marie Vakaridis, je te passe la parole. Bonsoir. Le micro fonctionne très bien, c'est déjà une excellente surprise. L'autre, c'est de vous voir aussi nombreux ce soir. C'est vraiment formidable et c'est vraiment le signe que l'ICO, c'est quelque chose qui vous parle, qui vous intrigue. Et c'est pour ça qu'on est là ce soir. Je vais commencer par vous présenter notre premier interlocuteur, Maître Vincent Mignon. Le voilà en photo, vous l'avez aussi devant vous. Maître Vincent Mignon a fondé une étude qui dispose de bureaux à la fois à Neuchâtel et à Paris. Il est avocat, docteur en droit. Il a passablement sillonné la Suisse au cours de sa formation, puisqu'il est neuchâtelois d'origine, j'imagine. Vous avez étudié à Neuchâtel, fait votre brevet à Berne et passé... qu'est-ce que vous avez fait à Fribourg? Votre doctorat, c'est ça? Vous avez soutenu votre doctorat à Fribourg. C'est un pionnier ici à Neuchâtel de la blockchain. Il a accompagné la constitution de la société BT. Je pense que ça parle à nombre d'entre vous. C'est cette société fondée il y a déjà plusieurs années par Alexis Roussel et Jan Boxler. BT qui est devenu maintenant Swissbex et qui fait du négoce en crypto-monnaie. Ici, Maître Vincent Mignon est un des piliers de l'écosystème blockchain et crypto-monnaie. Il a écrit de nombreux articles à ce sujet, il intervient, il enseigne aussi dans les hautes écoles et les universités au sujet de la blockchain. On se réjouit de vous entendre, Maître. Merci beaucoup.
Merci beaucoup. Merci pour l'intervention. Donc BT reste toujours BT, hein. C'était SBEX et puis c'est devenu BT. Qu'on ne pense pas que BT n'existe plus, ça existe toujours. Bonsoir à tous, merci beaucoup, je suis très heureux d'être avec vous. J'ai que 20 minutes pour vous présenter un sujet extrêmement à la fois complexe et dense, donc on est obligé de faire une brève introduction de 20 minutes. Une ICO, c'est quoi? Entrons directement dans le vif du sujet. Pour certains, l'ICO, c'est le moyen d'aller sur la Lune, de gagner énormément d'argent en beaucoup d'argent en très peu de temps. Ça, c'était valable il y a encore une année ou deux. C'est un petit peu plus difficile maintenant. L'objectif de la présentation, c'est deux grandes parties. Une première, on essaye de regarder et d'examiner quelles sont quelques notions fondamentales pour comprendre l'ICO. Et après, bien sûr, quelques notions juridiques que vous attendez tous. Donc, on commence directement. Qu'est-ce que c'est qu'une ICO? Très simplement, une ICO, c'est une nouvelle forme, un nouveau moyen pour lever de l'argent. C'est un nouveau moyen pour financer des entreprises au moyen d'une nouvelle technologie, qui est cette fameuse technologie blockchain. Donc, comment est-ce que ça fonctionne? De manière générale, la plupart des ICO qui ont eu lieu ces dernières années, ces 2 dernières années, se sont faites sur la blockchain Ethereum, on en parlera après, au moyen d'un smart contract. Un smart contract, c'est quoi? C'est un logiciel autonome décentralisé. On verra également un peu plus dans le détail ce que c'est après. En gros, on envoie de la monnaie cryptographique à un logiciel sur une blockchain et en contrepartie, on reçoit une preuve de son investissement, ce jeton, ce token. Donc, de manière assez simple, c'est comme cela que cela fonctionne. À l'origine, le token, le jeton, ne donnait aucun droit. C'était une manière quasiment inespérée de lever de l'argent. On envoyait de la monnaie cryptographique sans aucune garantie de succès, sans aucune garantie de la société qui recevait l'argent. S'il développait, c'était très bien. S'il développait pas, tant pis. Ça aussi, c'est en train de changer et ça a passablement évolué. L'ICO, Initial Coin Offering, une offre de jetons en principe public, dérivée, en tout cas quant à l'acronyme, d'IPO, qui n'a rien à voir, l'offre publique de mise en bourse, où là, on est sur des sociétés qui sont à la fin de leur stage de développement, mise en bourse publique. Alors que l'ICO, on est plutôt à un stade plutôt early stage, donc plutôt au début de la levée de fonds et de la vie de l'entreprise. Vous le savez, l'année 2017, en tout cas quant à sa fin, a été marquée par une hausse du prix et des valeurs des crypto-monnaies. 2018, catastrophe, tout s'écroule. Pourtant, on voit qu'en termes de financement, les ICO, même si c'est plus difficile, et on en parlait tout à l'heure, c'est quand même un peu plus difficile de lever de l'argent, mais on a quand même levé plus d'argent en 2018 qu'en 2017 au moyen des ICO, alors que le marché est quand même plutôt morose. Je l'ai dit, qu'est-ce que c'est que l'ICO? C'est un moyen de lever de l'argent au travers de la technologie blockchain. C'est quoi une blockchain? Comment est-ce que fonctionne une blockchain? On ne va pas aller dans tous les détails, mais pour comprendre comment ça fonctionne, très simplement, la mère de toutes les blockchains, c'est la blockchain Bitcoin. Née en 2009, l'idée c'est quoi? C'est de pouvoir s'échanger ce qui a valeur d'argent au travers d'Internet de manière sécurisée et sans tiers de confiance. C'est pas rien dans un monde digital. Si vous êtes dans un monde réel, vous avez une pomme, vous l'avez, vous la donnez. Une fois que vous l'avez donnée, vous n'en avez plus la disposition, vous ne pouvez plus l'utiliser. On n'a pas besoin d'un tiers pour le certifier. Si on parle du monde digital, si on pense à une pomme numérique ou si vous pensez à votre email, lorsque vous envoyez votre email, vous avez encore une copie dans votre boîte d'envoi, vous pouvez encore envoyer le même email juste après. Donc si on veut créer de la valeur, comment est-ce que je peux être sûr qu'une fois que j'ai envoyé mon information, mon jeton, je ne l'ai plus et seul celui qui le reçoit peut en disposer? Cette notion de double dépense en économie a été résolue par la blockchain. La blockchain, c'est un grand livre comptable, une grande base de données dans laquelle on enregistre toutes les transactions depuis le tout début de la blockchain. Donc on enregistre que j'ai une adresse qui a certaines bitcoins, un solde de bitcoin, et une autre adresse à qui je vais les envoyer. Lorsque j'envoie mon bitcoin, on débite mon adresse d'un bitcoin et on va créditer l'adresse Bitcoin de celui qui l'a reçu de 1. Et comme ça, on est sûr qu'une fois que j'ai envoyé mon Bitcoin, je ne peux plus le dépenser. Comment est-ce qu'on sécurise? On sécurise le réseau en se disant ce livre comptable, cette grande base de données, je ne la mets pas sur un seul ordinateur, mais je la distribue sur tous les ordinateurs qui utilisent le réseau. Et de ce fait-là, si je veux modifier la base de données, je ne dois pas simplement modifier un ordinateur, mais je dois en tout cas modifier la majorité des ordinateurs
du réseau. Et donc, plus il y a d'ordinateurs, comme dans le réseau Bitcoin, plus c'est compliqué. C'est ça qui donne la sécurité et la sécurisation du réseau. Donc, si je reviens, la blockchain, c'est quoi? C'est une base de données distribuée dans laquelle on enregistre des transactions pour permettre, sans tiers de confiance, de manière sécurisée et transparente, d'envoyer ce qui a valeur d'argent pour le Bitcoin. On a différentes sortes de blockchains qui peuvent être privées, publiques ou de consortium. Et en principe, pour les blockchains publiques, tout est auditable publiquement. On peut voir toutes les transactions sur un site Internet qu'on peut aller consulter, ce qui donne aussi la sécurité du réseau. Alors tout ça, vous allez me dire, c'est très bien, mais on est assez loin des ICO, des smart contracts, comment ça fonctionne? Il y a un russo-canadien, je parle d'Ethereum parce que la plupart des levées de fonds ont eu lieu sur cette blockchain Ethereum. Ce russo-canadien d'une vingtaine d'années, Vitalik Buterin, se dit, dans les années 2013-2014, cette blockchain Bitcoin, c'est bien, mais finalement, enregistrer des transactions, c'est un peu trivial, c'est un peu ennuyant. Si sur cette blockchain, puisque c'est du code informatique, c'est comme un ordinateur finalement, un ordinateur décentralisé, si sur cette blockchain, je faisais exécuter des logiciels, si je faisais exécuter des logiciels autonomes, et de ce fait-là, je pourrais quasiment utiliser cette blockchain comme un ordinateur décentralisé. Et c'est de là que naît la blockchain Ethereum et la base de la création de ces logiciels autonomes que sont ces fameux smart contracts. On leur a donné ce nom de smart contract, vous n'allez pas me demander pourquoi, ça a été décidé comme ça. C'est un petit peu trompeur parce que ce n'est pas véritablement des contrats, en tout cas pas forcément au sens juridique, et ce n'est pas forcément non plus smart, ce n'est pas très intelligent, puisque ça ne fait qu'exécuter du code. Donc ce smart contract, qui est simplement un logiciel décentralisé, qui est exécuté sur une blockchain, fonctionne sur simplement un syllogisme. Si une occurrence arrive, si un événement se passe, alors une conséquence également est exécutée. Si j'envoie de la monnaie cryptographique à mon logiciel, alors il peut me créer un jeton dans la mesure où je l'ai décidé, respectivement dans la mesure où je l'ai codé. Et puis, on arrive ici à une distinction. On voit que dans l'économie blockchain, on a une blockchain qui est en fait la technologie sur laquelle certains protocoles viennent s'exécuter. On a un protocole Ethereum, on a un protocole Bitcoin. Donc la blockchain Ethereum a son propre jeton, comme le Bitcoin a son propre jeton. Le Bitcoin, l'Ether pour l'Ethereum. Et au-dessus encore de cette couche, on a ce logiciel qui va nous créer nos jetons et qui peut nous créer nos fameux jetons que l'on va vendre dans le cadre de notre levée de fonds. On a donc, en résumé, la situation suivante. Si je suis une entreprise et que je veux lever de l'argent dans le domaine des blockchains, comment est-ce que je faisais généralement? Je rédigeais un white paper, un document, dans lequel je décrivais mon projet. Au début, on disait, on n'avait qu'une simple idée, 10-15 pages et on levait 30 millions. C'était un petit peu l'idée de base de l'époque, ce qui a passablement aussi changé. On rédige son smart contract sur la blockchain et à ce moment-là, on demande à des investisseurs de nous envoyer de la monnaie cryptographique qui est des Ethers si on est sur la blockchain Ethereum, par exemple. Et en contrepartie, on reçoit notre jeton, on reçoit notre token qui est la preuve de notre financement. Donc voilà le fonctionnement, je dirais, assez trivial et très très rapide de comment est-ce qu'on lève de l'argent au moyen de cette fameuse blockchain. Alors au début, c'est-à-dire il y a 1 année et demie, 2 ans, lever de l'argent par ce moyen-là, c'était en gros avoir un site internet, on donnait une adresse sur laquelle on pouvait envoyer notre monnaie cryptographique et en contrepartie, on recevait notre jeton. Et tout le monde se disait, je peux me faire financer sans intermédiaire, sans banque, quasiment sans contrôle, sans qu'on m'identifie. Et puis là, comme souvent, le régulateur, et notamment le régulateur américain, a dit « Oui, mais ce que vous faites, c'est faire finalement vendre un petit peu comme des actions de société, c'est faire un investissement, ça a une notion de titre financier et vous devez prendre quand même et faire attention à un certain nombre de choses. » Donc lorsque on veut lever de l'argent, en tout cas aujourd'hui par cette technologie, on doit quand même se poser la question, est-ce que j'ai besoin d'une autorisation particulière? Est-ce que, par exemple, j'ai besoin d'obtenir une autorisation ou de m'affilier en tant qu'intermédiaire financier? Est-ce que si je reçois des dépôts, je dois obtenir une autorisation bancaire? Si je ne le fais pas, et qu'aujourd'hui je lève
mes fonds, la FINMA risque d'intervenir et de nous dire, mais écoutez, vous déployez une activité bancaire, vous avez reçu de l'argent en dépôt que vous rémunérez et vous n'avez pas d'autorisation, je vous mets en faillite. Ensuite, si vous avez aujourd'hui des jetons qui représentent ce que l'on peut considérer comme des valeurs mobilières, au moment où on émet ces valeurs mobilières, on peut être amené à devoir rédiger un prospectus, comme par exemple un prospectus pour des emprunts obligataires ou l'émission d'actions. La casse fiscale, elle n'est pas négligeable. Lorsque j'émets mon jeton, est-ce que je dois percevoir de la TVA? La question se pose suivant comment est fait mon token et comment est-ce que je vais le vendre et à quoi il va servir. On a aussi comment est-ce que je vais le comptabiliser. Si je lève 50 millions sur l'exercice 2018, que je fais un bénéfice quasiment identique parce que j'ai peu de charges, je passe par la casse fiscale à Neuchâtel qui est quand même malgré tout très avantageuse, venez tous ici, vous allez quand même un petit peu être embêté parce que cet argent vise à financer une activité future, respectivement des développements futurs. Donc là, il y a aussi des règles comptables à respecter. Très rapidement, je vais vous passer quelques slides plutôt techniques que je vais commenter très rapidement, mais surtout pour l'intérêt et montrer aujourd'hui à quel niveau de complexité on peut se retrouver lorsque on veut émettre des jetons numériques et se faire financer au moyen d'une blockchain. Parce qu'au début, on pensait que c'était tout simple. Je fais mon site internet, je reçois ma monnaie, je reçois mon argent, j'en fais ce que je veux, je réussis, c'est très bien, je réussis pas, tant pis, j'ai de toute façon mis dans mes conditions générales que je vous devais rien. C'était ça un peu au début. Mais la FINMA est passée par là et une phrase résume assez bien ça. Mark Bronson, qui est le CEO de la FINMA, a dit en mars 2018, mais au niveau de la FINMA, ils ont une approche technologiquement neutre. Ils regardent la fonction du token. Et ils se disent, si mon token, ou si ça ressemble à un canard, que ça marche comme un canard, que ça caquette comme un canard, eh ben, je vais vraisemblablement le traiter comme un canard. Donc vous pouvez me parler de token, vous pouvez me parler de blockchain, de tout ce que vous voulez, mais si ça ressemble à un fonds de placement, ben, je vais quand même vous demander une autorisation de fonds de placement, et si vous avez des dépôts, je vais quand même vous demander une licence bancaire. Donc là, FINMA a une approche pragmatique, au cas par cas, il n'y a pas de règle parce que la plupart des cas sont différents. Début de cette année, c'est un grand tournant pour la FINMA. La FINMA a édicté, et pour la Suisse, la FINMA a édicté un guide qui encadre comment est-ce qu'on devrait faire et qu'est-ce que l'on devrait respecter si on veut faire une ICO depuis la Suisse. Elle a classé les types de jetons, c'est sa classification, c'est pas la seule, il y en a d'autres. Bien sûr, si vous ne suivez pas sa classification, vous risquez d'avoir des problèmes puisqu'au final, c'est quand même elle qui décide. Et donc, la classification du jeton peut changer avec le temps et la catégorie de jetons peut également être combinée. Prenons un exemple très rapide. Personne ne veut, et c'est en train de changer quand même, ne veut être qualifié de valeur mobilière parce que sinon, il me faut un prospectus, il me faut respecter certaines règles. Donc, tout le monde voulait être à un certain moment un utility token, un token d'utilité, l'accès à un service. Et ça, on disait, j'ai un utility token, ce n'est pas un titre financier, ça me va très bien. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Tout le monde a fait son utility token et a dit, je devais développer mon service dans 2-3 ans. Et puis, quand le service sera développé, vous pourrez utiliser votre jeton. Et dans l'intervalle, votre jeton, vous pouvez l'utiliser, vous pouvez aller l'échanger sur des bourses. Et du coup, la valeur du jeton est changeante et du coup, peut prendre l'ascenseur. Et là, la FINMA dit, ouais, mais attention, votre fonction de jeton d'utilité, au moment où vous l'émettez, vous ne pouvez pas accéder au service parce que le service n'existe pas encore. Donc, entre le moment où vous le vendez, respectivement le moment où vous l'émettez, et le moment où le service va pouvoir être développé et que vous pourrez l'utiliser, votre jeton, dans cet intervalle de temps, il n'a qu'une seule fonction, c'est une fonction d'investissement. Donc, c'est un token d'investissement, risque de valeur mobilière avec toutes les conséquences juridiques. Donc ça a aussi amené un certain nombre de modifications, aussi au stade des préfinancements et des préventes. Ce n'est pas parce que le token n'est pas émis. Si je fais un contrat de vente de token, j'ai une créance, j'ai un droit de recevoir des futurs tokens. Mais si ce droit, je peux le transférer librement, en masse, etc., la FINMA dit, ouais, mais ça, cette créance, ce droit, c'est aussi une valeur mobilière. Donc, très rapidement, sur les 3 types de jetons, jetons de paiement, finalement, c'est la mise en place d'un système de paiement. Votre token vous permet d'acheter des biens et des services. Un jeton d'utilité, j'accède à un service. Token d'investissement, c'est un petit peu le fourre-tout pour dire, dès l'instant
ou votre token représente un actif sous-jacent, ou qu'il se réfère à un actif, ou qu'il peut générer un revenu, alors il a une fonction d'investissement, et c'est très vraisemblablement une valeur mobilière avec toutes les conséquences juridiques qui en découlent. Donc vous voyez qu'on est bien loin du premier site internet où on envoie sa monnaie cryptographique et où on reçoit ses jetons. Donc on doit faire attention à quel moment est-ce que je fais l'analyse. Est-ce que je le fais au moment d'un préfinancement ou est-ce que je le fais au moment où le jeton est émis? Quelles sont les conséquences? Principalement, droit des valeurs mobilières et ensuite droit des marchés financiers. Est-ce que j'ai un dépôt? Est-ce que j'ai un fonds de placement? Est-ce que j'ai une activité d'intermédiation financière? Et alors là, pour tous les juristes qui aiment les graphes et les schémas, très rapidement, vous voyez que suivant comment ça se passe, vous pouvez être classé en préfinancement comme également valeur mobilière, ce qui est aussi le cas pour une case de prévente. Donc le fait de vendre son jeton au début ne vous exonère pas éventuellement de tomber dans la case de valeur mobilière. Pour les jetons de paiement, principalement, vous devez vous affilier à un organisme d'autorégulation, c'est-à-dire que si vous émettez un jeton de paiement, vous devez vous affilier, sauf si vous travaillez avec un intermédiaire déjà affilié. Si vous ne le faites pas, vous déployez une activité sans autorisation avec un risque de sanction. Le jeton d'utilité, en gros, il n'y a pas grand-chose à faire. On n'a pas besoin forcément de faire un KYC si notre token n'a qu'une fonction accessoire de paiement. Par contre, vous aurez un autre problème. C'est qu'au moment où la banque va recevoir votre argent, elle va vous demander l'origine des fonds. Si vous n'avez pas fait votre KYC et que vous ne savez pas d'où vient l'argent, comme à Zoug l'année passée et ce début d'année, quand ils sont allés toquer à la porte de tous ceux qui avaient reçu de l'argent en leur disant d'où viennent les 50 millions que j'ai reçus sur le compte et qu'on va leur dire de l'adresse Bitcoin là, ils vont dire vous êtes gentil mais vous prenez votre argent et vous partez. Et ils ont clos toutes les relations ou une bonne partie des relations bancaires qu'ils avaient. D'ailleurs, ça fait penser, je clôt la parenthèse, Zoug, aujourd'hui, la Banque cantonale de Zoug n'accepte plus de projets blockchain et ne se fait plus financer et ne finance plus d'activités dans ce domaine. En tout cas, n'ouvre plus de compte bancaire. Jetons d'investissement principalement, notion de valeur mobilière. Donc on voit que c'est relativement compliqué. Aujourd'hui, il faut se faire conseiller, pas seulement au niveau juridique, aussi au niveau fiscal, aussi au niveau comptable. La structuration du projet prend du temps. J'ai des clients qui viennent chez moi qui me disent « je veux lever 100 millions et je les veux demain ». Je leur dis « mais imaginez l'entrepreneur du coin qui veut lever 1 million pour acheter une machine de production, ça va lui prendre entre 3 et 6 mois, suivant comment est-ce qu'il doit aller voir ses partenaires. Donc il faut aussi un peu se calmer, ça prend du temps et ça coûte aussi un peu d'argent. Donc l'ICO, c'est quoi? C'est un nouveau moyen de financer l'innovation au moyen de la technologie blockchain. On n'évolue pas dans une zone de non-droit. Il y a des règles qui existent, elles sont de plus en plus claires. Il y a un caractère international marqué, c'est-à-dire que ça vaut pour la Suisse, mais si vous vendez vos tokens à des investisseurs américains, c'est plutôt un mauvais conseil si vous ne vous avez pas regardé aux États-Unis comment est-ce que vous allez être traité par la SEC. Donc de manière générale, si il y a un conseil qu'on peut donner, c'est procéder à la qualification juridique de votre token, regardez quelles sont les conséquences, est-ce qu'il me faut une autorisation en termes de droit des marchés financiers, regardez aussi l'aspect de droit des sociétés, de structuration, si vous avez des actionnaires, des partenaires, comment est-ce que vous sécurisez ça, et enfin l'aspect fiscal, parce qu'au bout d'un moment, il y aura quand même des impôts à payer quand vous levez entre 50 et 100 millions, ce que je vous souhaite. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Maître Mignon. On entend rarement des propos aussi clairs sur un sujet aussi complexe. On va passer maintenant à notre interlocuteur suivant. Il s'agit de Pascal Gallo. C'est beaucoup de chance de l'avoir ce soir parce que Pascal Gallo est le fondateur de la start-up dont tout le monde parle actuellement. Ces dernières semaines, sa start-up a eu les honneurs de Forbes, de Wired, en France, du Monde. Ce qui fascine la presse à un niveau international, c'est à la fois
le produit, ce que son équipe a développé, et surtout un ICO de forme tout à fait nouvelle, dont il va nous parler tout à l'heure. 2 mots sur le parcours de Pascal Gallo. Il nous vient de France. Il a étudié et passé son doctorat à Toulouse. Il a eu la chance et l'honneur de terminer en 2007. C'est l'année où son collaborateur Albert Fer, scientifique français, a reçu le prix Nobel de physique. Ensuite, il est venu à l'EPFL pour effectuer un post-doctorat, 6 ans à l'EPFL, où il a pu développer différentes technologies. Sans entrer dans les détails, ce qui fait la force de Lec Diamond et de Pascal Gallo, c'est qu'il maîtrise à la fois les cristaux, la façon dont les cristaux poussent, se développent en laboratoire, et les lasers, ce qu'il va nous expliquer tout à l'heure. Et en 2015, il a fondé sa société Lec Diamond, dont vous avez peut-être entendu parler. Et il s'est maintenant lancé dans l'aventure d'un ICO pour lever 60 millions. On y croit? On y croit. Merci beaucoup, Mary. Je vais commencer par faire circuler des échantillons. Du coup, on m'a dit, on ne te les a pas volés sur le canton de Vaud, alors a fortiori sur Neuchâtel, tu vas les récupérer. Donc c'est des petits diamants, enfin petits, commence à être quand même assez gros, qu'on a fait nous-mêmes. Et une pièce micromécanique horlogère, vous allez voir dans la boîte noire, qu'on a fait aussi. Et puis ça introduit bien ce que nous faisons à Lec Diamond. On fait du diamant pour tout un tas d'applications, joaillerie bien sûr, mais c'est pas les applications les plus intéressantes. Les applications les plus intéressantes, elles sont dans les high-tech, dans les technologies. Alors pourquoi? Et là, il faut revenir aux propriétés du diamant, qui sont les propriétés extraordinaires. Et par bien d'aspect, le diamant a les meilleures propriétés qui soient. La première propriété, c'est la dureté. Vous connaissez tous que les diamants sont éternels. Pourquoi? Parce que c'est le matériau le plus dur. Le diamant est fait d'atomes de carbone. Et les liaisons entre les atomes de carbone sont des liaisons covalentes, qui sont les liaisons les plus fortes qui soient dans la nature. La deuxième propriété, et ça, c'est une propriété qui est assez méconnue, c'est l'élasticité. Le diamant, c'est le matériau le plus élastique qui soit. C'est le matériau qui, quand on le tord, revient le mieux en place. Et ça a des implications justement pour les pièces micromécaniques qu'on fait avec les horlogers. Quand on met 2 diamants en contact, ils glissent quasiment parfaitement l'un sur l'autre. On a des coefficients de friction qui sont de l'ordre de ceux du téflon. Donc c'est voilà, ça aussi, propriété mécanique extrêmement intéressante. Ensuite, le diamant a aussi des propriétés optoélectroniques extrêmement intéressantes. C'est un des matériaux les plus transparents. C'est le meilleur conducteur de chaleur. Et c'est celui qui a la tension de claquage, c'est-à-dire c'est celui qui tient le mieux des tensions élevées. Et enfin, et ça je vais en parler à la fin de mon intervention, c'est un matériau qui est biocompatible. C'est-à-dire on peut avoir du diamant dans le corps. Vous verrez pourquoi c'est intéressant d'avoir du diamant dans le corps. Le corps ne va pas le rejeter. Vous pouvez avoir du diamant une centaine d'années dans le corps, le corps ne va pas le rejeter. Et en gros, il y a une application potentielle par propriété. Et notre philosophie, c'est non seulement de produire le diamant, mais aussi d'aller jusqu'à l'application. Donc on est structuré de sorte que nous puissions adresser ces applications-là en partenariat avec des sociétés. Voilà. Donc ça introduit un petit peu la raison pour laquelle on fait du diamant. Alors bien sûr, on fait du diamant en laboratoire. On ne creuse pas le sol pour en extraire le diamant. Et une raison à cela, c'est que pour adresser toutes ces applications technologiques, il nous faut obtenir un diamant qui a des propriétés vraiment reproductibles. Il nous faut que chaque diamant qui sort de notre laboratoire soit identique au précédent. Et ça, c'est extrêmement important.
le diamant, c'est un semi-conducteur, donc, et on a à peu près la même philosophie que des producteurs de semi-conducteurs. On fait nos diamants dans ce type de réacteur. C'est un réacteur de type plasma qui a été développé par nos associés qui sont ici dans la salle, David Ratz et Christophe Provence, qui sont aussi associés dans une autre société, Neocode, qui est hébergée à Neod. Ça me donne l'occasion de remercier aussi Neod parce que Neod va héberger aussi les réacteurs de Lake Diamond. Comme je disais, le diamant, c'est un cristal de carbone. Donc si on arrive à trouver une méthode pour apporter de nouveaux atomes de carbone et de les agencer tels qu'ils répliquent la structure cristalline sous-jacente, ben en fait, le cristal va croître comme ça. Et c'est ce qu'on fait en atmosphère contrôlée. Donc, dans un premier temps, on va évacuer l'air qui est dans la chambre de réaction. Ensuite, on va admettre dans cette chambre de réaction des gaz carbonés, donc type méthane, et on va faire un plasma, ce qui va dissocier les molécules, relâcher les atomes de carbone qui vont se poser sur un diamant préexistant. Et le diamant étant chauffé, et finalement, ces atomes vont trouver les bons sites pour répliquer la structure sous-jacente. Et on va avoir une croissance comme ça, monocouche atomique par monocouche atomique du diamant. Typiquement, les vitesses de croissance sont de l'ordre de 10 microns par heure. Donc il faut, pour faire le diamant que vous allez avoir entre les mains, c'est-à-dire les diamants de 1,5 carat, il faut à peu près 2 semaines. On en fait une 60aine à la fois, pour vous donner un ordre de grandeur. Voilà. Donc effectivement, ces réacteurs ont été mis au point, comme je disais, par la société Neocode. Ça leur a pris pas mal d'années, beaucoup d'investissements. Et ces réacteurs sont des versions industrielles des réacteurs. Donc maintenant, il nous suffit de prendre les réacteurs, de les dupliquer pour faire une production massive de diamants pour adresser toutes les applications que je vais citer après. Et c'est la raison pour laquelle on cherche du financement et la raison pour laquelle on a organisé cette ICO. On émet un jeton, un token. Et le token représente 1 minute de production dans nos réacteurs. Oui. Donc en quelque sorte, le token vous permet de payer l'accès à notre machine et en retour, vous avez du diamant. Et le token va s'apprécier de 2 manières. Première manière, c'est finalement quand on va réussir à augmenter le rendement des machines. Donc ça, c'est un gain de productivité. Et la deuxième manière, c'est quand on va adresser des applications technologiques à plus forte valeur ajoutée. Donc, pour indication, le token, on le vend actuellement à 55 centimes de francs. 55 centimes par minute. Voilà, merci. Il y a 3 méthodes, finalement, d'utilisation du token. Première méthode, vous venez vers nous, vous voulez un joli rond brillant pour les applications de joaillerie. Bah, vous utilisez le token directement sur nos réacteurs et on vous livre le diamant qu'on va tailler. On taille nos diamants à Genève. Donc ça, c'est la première méthode d'utilisation, c'est une utilisation directe. Deuxième méthode, nous recevons une commande de la part d'un industriel. Avec votre token, vous nous faites croître du diamant, donc vous nous faites pousser du diamant pour le compte de cet industriel et vous recevez l'argent. Et ça, c'est une deuxième méthode qui est a priori la plus intéressante pour nos acquéreurs de tokens. Et la troisième méthode d'utilisation du token, comme disait Maître Mignon tout à l'heure, c'est d'échanger les tokens finalement sur des exchanges
contre des francs suisses, des Ethers, etc. ou d'autres tokens. Donc il y a ces 3 utilisations possibles du token. Je vais essentiellement parler de la deuxième, qui consiste finalement à nous faire pousser du diamant pour le compte d'un industriel. Et de cette manière, vous recevez l'argent de l'industriel. Comme j'ai dit, pour s'apprécier, le token, il faut qu'on puisse l'utiliser pour des applications à plus forte valeur ajoutée. Voilà. La première application, c'est l'horlogerie. C'est pièces micromécaniques horlogères. Donc là, on est en partenariat avec un horloger. C'est un des grands horlogers suisses pour faire un mécanisme tout en diamant. Et là, l'intérêt d'utiliser du diamant pour faire des pièces micromécaniques horlogères, c'est d'une part que le diamant est le matériau le plus dur, bien sûr. D'autre part, comme je disais tout à l'heure, c'est le plus élastique. Donc si on fait des ressorts en diamant, on augmente la réserve de marche des montres. Et puis finalement, le diamant présentant un très faible coefficient de friction, si on fait des pièces en diamant, elles glissent quasiment parfaitement les unes sur les autres. On n'a plus besoin de mettre de lubrifiant, donc on n'a plus besoin d'envoyer la montre en service. Et pour cette application, déjà, on est en train de vendre, et le prix du token est de 1 franc. Alors, ce qui justifie finalement la différence entre les 55 centimes de franc, qui est le prix d'émission, avec le franc que vous avez ici, c'est finalement la différence de qualité entre le diamant de joaillerie, sur la base duquel on a calculé le prix du token, et le diamant qu'on utilise en micromécanique. Ce diamant doit être plus pur, et surtout, il doit présenter beaucoup moins de défauts pour ne pas que les ressorts cassent finalement. Donc ça, c'est la première utilisation. Deuxième utilisation, effectivement, c'est comme ça qu'on est venu à produire du diamant, c'est les lasers de forte puissance. Et ça, c'est en lien avec mes travaux que j'ai fait à l'EPFL, avec le professeur Élie Capron. On s'est rendu compte qu'en mettant du diamant dans les cavités de laser, on augmentait de manière considérable la puissance de ces lasers. On a battu un record. Et puis à l'époque, on a voulu faire une start-up sur le sujet. Et l'utilisation qu'on avait envisagée pour ces lasers, c'est la transmission d'énergie sans fil. C'est toujours le cas. C'est ce qu'on vise avec nos lasers, effectivement. On peut recharger des drones à distance, voire alimenter les drones sans qu'ils aient de batterie. On a fait un démonstrateur, on a fait décoller un drone qui n'avait pas de batterie. On a réussi à transmettre suffisamment d'énergie pour qu'il décolle. On est en partenariat avec un fabricant de drones sur le sujet. Mais à l'époque, on voulait faire cette start-up, c'était il y a 5-6 ans. Et puis, on a vu qu'il y avait un point faible dans notre business plan. Le point faible étant qu'on n'arrivait pas à trouver de diamants sur le marché. Donc on s'est dit, ok, finalement on ne trouve pas de diamants, on va le faire nous-mêmes. Et c'est là où j'ai miraculeusement rencontré David et Christophe, et on s'est associés pour créer Like Diamond. Pour cette application, le prix du token est de 1,30 franc, et ce qui justifie la différence avec le token précédent en micromécanique, c'est que là, on a vraiment besoin d'un diamant de très bonne pureté pour ne pas absorber le rayonnement du laser. Voilà. J'ai 2 autres applications, peut-être passer un peu plus vite sur ces 2 autres applications. La première application, c'est les transistors. Comme je vous ai dit, le diamant présente la tension de claquage la plus élevée. Donc si on peut faire des transistors en diamant, c'est les transistors qui vont tenir le mieux de très forte puissance. L'utilisation qu'on prédit pour ces transistors en diamant, c'est essentiellement la recharge de batterie très rapide. Le marché est assez considérable.
Et la dernière application dont je voulais parler, c'est une application de biologie. Alors, on vient d'obtenir un projet sur le sujet avec l'EPFL. Là, c'est un peu plus technique. En fait, le diamant, c'est un cristal de carbone. Et si on remplace certains des atomes de carbone par des atomes d'azote, on libère un électron, en quelque sorte, dont on va utiliser ce qu'on appelle le spin. Les électrons, c'est des nano-aimants, en fait. Et le spin de cet électron va interagir avec des champs magnétiques, ce qui va nous permettre de mesurer des champs magnétiques extrêmement faibles. Extrêmement faibles. Pour l'instant, les machines capables de détecter ces champs magnétiques extrêmement faibles fonctionnent à des températures qu'on appelle cryogéniques, c'est-à-dire à moins 270 degrés. Elles coûtent 1 million de francs. Or, les utilisations de ces machines sont extrêmement intéressantes. C'est notamment la cardiomagnétométrie pour monitorer l'activité cardiaque. On peut aussi monitorer l'activité cérébrale. Donc les enjeux sont considérables. Et pour l'instant, il n'y a qu'une centaine de systèmes dans le monde basés sur la mesure de champs magnétiques extrêmement faibles, justement, à cause du prix, essentiellement. Et là, ce qu'on peut faire avec le diamant, c'est faire en sorte que ces machines fonctionnent à température ambiante. On réduit le coût des machines d'un facteur 10, ce qui nous permet de pénétrer le marché chinois et indien, notamment, d'envisager l'installation d'une centaine de milliers de systèmes. Donc, il y a un marché considérable, en plus de l'impact sur la santé, finalement. Donc, c'est vraiment une application à laquelle on croit, dans laquelle on investit en ce moment. Et encore une fois, c'est grâce au diamant. Grâce au diamant. Alors, le diamant qu'on utilise ici, c'est un diamant qui est isotopiquement pur, c'est-à-dire qu'on va sélectionner les isotopes de carbone avec lesquels on va faire le diamant, en plus d'ajouter les bons atomes d'azote. Et ça justifie encore un prix supérieur aux applications micromécaniques, optoélectroniques avec les lasers, transistors, qui requièrent finalement un diamant de moins bonne qualité relative. Ça conclut ce que je voulais vous dire sur nos applications. On adresse beaucoup d'applications, c'est sûr. Donc là, on est 25 dans la société. Si on comptabilise en plus ceux qui sont côté EPFL, on est une quarantaine à peu près. Donc on fait attention à avoir une masse critique vraiment de personnes sur chaque application, des financements dédiés. Et puis, et là, je tiens à remercier aussi la Confédération et puis l'Union européenne qui nous soutiennent pour le financement de ces projets. La dernière application, c'est la plus triviale, moins intéressante en fait, puisque le prix du token est plus bas. Mais en même temps, je voulais vous en parler parce qu'il y a un enjeu sociétal, environnemental aussi extrêmement important. Et puis on sent que les millennials, donc les générations plus jeunes, sont extrêmement intéressés par les diamants de joaillerie faits en laboratoire. Ici, le marché, il est déjà considérable. Donc, on l'estime à 800 millions cette année, déjà. Et puis, il est en augmentation de plus de 10% par an. Les raisons qui poussent les plus jeunes à acheter des diamants faits en laboratoire plutôt que des diamants créés dans la terre et puis minés, donc extraits des mines, c'est justement le fait que d'une part, quand on fait du diamant en laboratoire, on ne détruit pas les paysages, donc on a un impact sur l'environnement extrêmement faible, et puis d'autre part, il y a un impact sociétal, puisque les diamants sont extraits dans les conditions qu'on connaît en général, et ce qui n'est pas le cas de diamants créés en Suisse. C'est vrai que mon grand-père était prospecteur de mines, donc je suis particulièrement touché, disons, par ce qui se passe, notamment en Afrique, pour l'extraction minière.
et je connais particulièrement le sujet. Voilà. Effectivement, si on liste, vous avez bien compris que si on liste les prix du token par application, il y a une croissance attendue du prix du token au fur et à mesure qu'on adresse des applications de plus en plus sophistiquées. Ce qui justifie quelque part l'intérêt du token. Encore une fois, ce ne sont que des projections, mais c'est des projections qu'on a fait avec pas mal de sérieux. Et puis finalement, pour les pièces micromécaniques, on s'est basé sur des ventes qu'on a déjà réalisées. Voilà. Donc ce ne sont pas des projections, ce sont des ventes qu'on a déjà réalisées. Alors, 2 mots sur l'équipe. Donc, j'ai été extrêmement bien introduit par Mary, donc je vais passer pour moi. Christophe et David ont des backgrounds aussi de physiciens et de chimistes, ce qui leur a permis de concevoir les machines auxquelles on fait pousser du diamant, concevoir les procédés aussi, grâce auxquels on fait pousser du diamant. Je voulais vous parler de Théophile Mounier aussi, qui est notre CFO et qui a une grande expérience dans l'industrie. Il a géré un PNL de 2 milliards chez Nissan notamment. Il était directeur financier de la recherche chez Nissan. Ensuite, je voudrais aussi rendre hommage à la personne grâce à laquelle finalement l'ICO a pu être mise en place. C'est Alex Kummerman qui est notre premier investisseur, celui qui en premier a cru en l'aventure et puis a investi de l'argent, parce qu'une ICO, on va peut-être prendre des questions après, ça coûte très cher à organiser. Je peux même être très transparent avec vous sur combien ça nous a coûté, au bas mot 1 million. Donc, il faut lever des fonds, de toute façon, pour pouvoir organiser une ICO dans de bonnes conditions. Et je rejoins Maître Millon là-dessus. Il faut vraiment faire les choses tranquillement, avec beaucoup de sérieux, parce que on pourrait effectivement tenter l'aventure sans passer par la case FINMA, etc. Mais on aura effectivement de l'argent, mais de toute façon, on risque d'être rattrapé. Soit ça implique de partir de Suisse, ce qui est extrêmement dommage, parce que l'environnement en Suisse est très favorable pour les startups, pour les sociétés en général. Ou alors on s'expose justement à la fermeture, à la liquidation de la société. Donc il faut le faire avec beaucoup de sérieux et ça requiert déjà un premier round d'investissement. 1 million, c'est beaucoup. Je pense qu'on peut s'en sortir pour moins, notamment en bénéficiant de l'expérience des sociétés qui ont déjà fait des ICO et aussi d'études d'avocats qui ont maintenant plus d'expérience en la matière. Mais voilà, je voulais vraiment m'attarder sur ce point. On a la chance aussi d'avoir une avocate chez nous, Nathalie Bardilay, qui est aussi gémologue. Donc c'est vraiment une perle rare. Et elle va prendre la direction de nos activités de joaillerie qui se développent très très bien. Romain Brault, qui est notre Chief Information Officer, donc c'est la personne qui est en charge de l'implémentation technique de l'ICO. Et Jérôme Bailly, qui fait un excellent travail justement, qui est à la tête de notre communication. Comme je disais, ça c'est l'équipe, c'est le management. On est 25 actuellement, donc 40 en comptant le PFL. J'ai malheureusement pas le temps de présenter tous les membres de l'équipe qui sont individuellement extrêmement forts. Vraiment, c'est quand on a au début pas beaucoup d'argent, on fait très attention à qui on fait confiance et voilà. Je voulais aussi vous parler de l'EPFL parce que effectivement, on fait les croissances de diamants à Néode, mais on fait les transformations de diamants dans la salle blanche de l'EPFL au CMI. Et on a, comme je disais tout à l'heure, une collaboration avec chaque professeur spécialisé pour chaque application que nous adressons.
Je vais vous parler un petit peu du partenariat avec Swissquote. Nous, on a la particularité d'avoir un jeton qui est distribué par une banque suisse. Et c'était une première mondiale. Jusqu'à présent, les jetons étaient distribués par les sociétés elles-mêmes. Il y a 2, voire 3 avantages d'être distribué par une banque. Déjà, ça normalise l'opération. En ce moment, on ne peut pas vous cacher que c'est un peu la crise pour les crypto-monnaies. Donc, nous, jusqu'à présent, on a levé des fonds et on a levé à 95% en francs suisses. En francs suisses, dollars, etc. Mais en fiat currencies. Donc, le fait d'être distribué par Swissquote nous a permis justement de ramener un public qui n'était pas nécessairement familier avec les crypto-monnaies. Et ça, c'est vraiment précieux par les temps qui courent. Et je pense que si on arrive aux 60 millions, c'est notamment grâce à Swissquote. Le deuxième intérêt, c'est que Swissquote assure ce qu'on appelle le KYC, c'est Know Your Customer. Donc, il y a une enquête pour chaque personne qui investit dans la société, qui achète les tokens. Vous devez vous assurer de l'origine des fonds et de l'identité des personnes. Ça, c'est assuré par Swissquote. Et c'est vraiment précieux aussi. Et puis ensuite, Swissquote assure ce qu'on appelle la custody des tokens, donc ils gardent les tokens sur un compte. Effectivement, si vous êtes familier déjà avec les crypto-monnaies, on peut les détenir en propre sur une clé USB, mais ça rassure les gens d'avoir quand même un intermédiaire bancaire pour assurer la custody des tokens. Voilà, donc ça conclut. Alors oui, j'avais mis un superbe disclaimer. Je vous laisse le temps de l'apprécier à sa juste valeur. Sachez que vous pouvez le retrouver effectivement sur notre site internet, donc si vous n'avez pas le temps de lire, il n'y a aucun problème. Et puis il me reste à vous remercier pour votre attention. Oui, il fallait encore que je vous présente, d'abord remercier Pascal Gallo. On est impatient de connaître la suite de vos aventures. Et vous présenter le dernier intervenant de ce soir, c'est Nicolas Vrakis, qui représente ce soir l'agence de promotion économique du canton de Neuchâtel. Et vous nous direz si c'est une première Suisse, mais je crois que c'est le premier canton qui développe une initiative, peut-être après Zug finalement, qui développe une initiative en faveur de la blockchain et des crypto-monnaies. On se réjouit de vous entendre. Merci beaucoup, Madame Vakaris. Premier ou pas premier, on a tendance ici, comme l'a dit notre ministre dernièrement lors d'une interview, Neuchâtel, on est des makers, on n'est pas des speakers. Donc on fait, et puis ensuite les autres personnes parleront de ce qu'on aura fait. Je voulais revenir juste sur ce qu'a dit Pascal juste avant et qui est très intéressant. Souvent, des gens viennent nous dire ça sert à quoi la blockchain ? En fait, finalement, on n'a pas de cas concret. Je pense que ce soir, vous avez eu un super cas concret de à quoi peut servir une ICO et à quoi peut servir la blockchain, notamment dans la tokenisation des minutes de production qui pourraient donner des idées à certains industriels de la région. Parce qu'on parle aussi là-dessus beaucoup d'industrie 4.0 et de digitalisation des outils de production. La tokenisation des outils de production et des minutes de production pourrait être intéressant dans certains domaines. Ensuite, comment ça a commencé à Neuchâtel ? L'initiative, en fait, ça a un tout petit peu été comme un alignement planétaire. En 2014, on a Alexis Roussel de BT qui vient dans nos bureaux et qui nous dit, voilà, il vient avec son sac à dos, il nous dit j'ai un petit souci, j'ai créé ma société, mais aujourd'hui, en termes bancaires, on n'arrive pas à payer nos salaires, on n'arrive pas à payer nos employés, nos factures de téléphone, le loyer et tout ça. On ne peut rien faire parce qu'en fait, on n'a pas d'accès à un compte bancaire en Suisse pour faire les paiements. Et on veut simplement faire les choses de manière légale.
Alors, on a commencé à creuser. Moi, j'ai un petit motto qui est toujours au-dessus de mon bureau de Mark Twain qui dit ils savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Alors, on a commencé à regarder. On a eu effectivement, on a été approché par Lix qui est venu avec son savoir sur les questions de FINMA et de blockchain. On a commencé à regarder un peu les questions régulatoires. On a été aussi approcher le ministre de l'économie pour savoir un tout petit peu comment est-ce qu'on pouvait faire, lui montrer qu'on avait une société qui était propre, qui était clean au niveau sur le plan légal et qui avait juste un tout petit peu le souci de pouvoir ouvrir de manière légale un compte bancaire. On a de la chance parce qu'en face de nous, on a quelqu'un qui est quand même ingénieur EPFL, donc il comprend les côtés technologiques. Et aussi, de par son travail, aussi les impacts légaux et tout ce qui touchait à ça. Et finalement, on a eu l'opportunité d'aller discuter avec les dirigeants d'une banque cantonale, avec qui on a pu discuter. Et ça, c'est quelque chose qui, pour moi, était le plus fort dans tout ce démarrage d'écosystème. C'est qu'on s'est retrouvé à chaque fois avec des gens qui ont été là pour écouter et qui ont tenté de comprendre ce que faisait l'autre en face. Et souvent, on vient avec son savoir-faire, mais on ne sait pas du tout ce que l'autre fait en face, et puis on vient lui imposer notre truc, et puis sans connaître en fait les problématiques en face. Et on a réussi à mettre tout ça ensemble, et au fur et à mesure à construire cet écosystème. Donc après un fort travail et beaucoup d'heures à réfléchir, on a réussi à faire en sorte que BT puisse être une société complètement légale en Suisse et qu'elle puisse payer tout ce qu'elle devait avec un compte depuis la Suisse. Et au fur et à mesure, on s'est dit, ça c'est fait. Et ça a commencé à faire des petits. Donc d'autres sont venus avec les mêmes questions, les mêmes problématiques. De temps en temps, il y avait des problématiques supplémentaires. Et pendant 4 ans, de 2014 à 2018, on a commencé à accumuler du savoir-faire, pas seulement sur le plan légal et tout ce qui touche aux ICO, mais sur tout le processus, en fait, pour qu'un porteur de projet qui vienne ici en nous disant, avec son sac à dos, j'aimerais créer une crypto, j'aimerais lancer une ICO, j'ai envie de créer une blockchain dans un domaine particulier, qu'on puisse analyser la demande avec, bien entendu, pas nous tout seuls, mais avec un panel d'experts dans le canton, pour aller de l'idée, en fait, jusqu'à la création de son entreprise. Sur l'ICO, s'il y a nécessité, on n'a pas forcément tout le temps besoin de faire une ICO, et au-delà. Donc, on a monté un tout petit peu ce qu'on appelle l'écosystème blockchain de Neuchâtel, qui réunit aujourd'hui des partenaires privés, quelques partenaires publics que vous connaissez déjà un tout petit peu, et aussi des partenaires académiques. Parce que la grande chance qu'on a ici, c'est qu'à chaque fois qu'on a été tapé la porte, que ce soit au CSEM, à l'EPFL, à l'Université de Neuchâtel, au département de droit, que ce soit à l'école d'ingénieurs, la HEARC, on a à chaque fois eu quelqu'un qui était là à dire oui, mais nous aussi c'est quelque chose qui nous intéresse et on est prêt à aider s'il y a des questions, des besoins qui viennent sur un domaine de compétences que l'on maîtrise. Donc on a développé cet écosystème au fur et à mesure et on en arrive aujourd'hui à un écosystème qui a à peu près une vingtaine d'entreprises. On compte un peu plus de 80 emplois à cette fin d'année dans le canton de gens qui travaillent pour des sociétés qui ont été créées pour travailler sur de la blockchain et des crypto-monnaies. Ce n'est pas simplement des projets. Souvent, d'autres régions de Suisse annoncent des grands résultats de projets dans la blockchain. Nous, ici à Neuchâtel, on crée des entreprises et on essaie d'amener un maximum de savoir-faire pour permettre dans le futur à notre industrie de pouvoir utiliser ce savoir-faire aussi au moment où ils en auront besoin. Donc voilà en quelques mots l'écosystème blockchain de Neuchâtel. Je pense qu'on va après répondre à des questions parce que ça peut lever aussi pas mal de questions. En tout cas, le service de l'économie est à votre disposition pour toutes les questions puis pour vous rediriger sur les personnes qui pourraient vous aider dans le développement de vos projets, de l'idée au produit. Et on a mis en place un petit site avec une liste non exhaustive des acteurs principaux de la blockchain aujourd'hui dans le canton de Neuchâtel qui s'appelle blockchain-neuchâtel.ch. C'est simple, vous allez sur Google, vous tapez blockchain Neuchâtel et ça fait partie des premiers référencements non payants.
Donc voilà, je vous remercie. J'espère en tout cas que vous avez appris quelque chose ce soir. Et puis on est là à disposition pour les questions tout à l'heure. Mais restez seulement. Justement, on va passer aux questions. Je vous en prie, rejoignez-nous. Vous devez trouver tout ce qu'il faut comme micro. Voilà, tout le monde est là. Et je vous en prie, ne soyez pas timide pour la première question. On n'a pas beaucoup de temps. Je vous en prie, monsieur, on vous écoute. Vous avez un token qui a une utilisation directe. Donc ça veut dire que quand quelqu'un utilise un token, il n'existe plus. Ça veut dire que vous produisez des tokens pour la suite ou comment ça se passe? C'est une très bonne question. Oh, on entend, ouais. C'est une très bonne question, effectivement. Ouais. Merci. Voilà, très bonne question. Notre token a été qualifié de payment token par la FINMA. Et c'est un moyen d'accès vraiment à notre machine. Donc c'est un moyen de paiement à notre machine. Quand on utilise le token pour faire du diamant, quelle que soit la configuration, effectivement, notre token disparaît. Il est brûlé. Voilà, vraiment, c'est le terme approprié, c'est il est brûlé. Donc, et non, on s'est engagé à n'émettre que 141 millions de tokens, qui correspond à peu près à 60 millions de francs levés. Donc, c'est vraiment une valeur absolue. Et c'est un autre mécanisme d'appréciation potentielle du token, c'est la raréfaction du token. Donc, la personne qui détiendra le dernier token, finalement, il pourra l'utiliser, il pourra attendre. Je sais que Lake Diamond est une opportunité. Par exemple, on a un projet. Je suis désolé, je fais une petite digression parce que c'est un projet vraiment sympa qu'on a eu. Avec Swiss Space, qui a été sélectionné par l'Agence spatiale européenne pour recharger non pas des drones, mais des satellites. Donc là, il faut envoyer un faisceau laser à 1000 km de la surface de la Terre. Et bien sûr, on doit utiliser un diamant encore plus performant. Donc le prix, en plus dans le spatial, on peut pratiquer des tarifs indécents. Non, non mais, oui, donc le dernier détenteur oui. de token, effectivement, il sera heureux. Voilà. Je vous en prie, merci Pascal. La question suivante. Est-ce que je peux juste demander 2 minutes pour passer le micro, puisqu'on n'entend pas beaucoup devant. Merci beaucoup. Emmanuel Veu, j'ai une question pour M. Gallo. Qu'est-ce qui concerne le produit? Vous avez dit tout à l'heure que la taille se faisait sur Genève. Ça veut dire que la taille, la terminaison du diamant pour votre offre n'est pas maîtrisée industriellement ou bien Je parlais de la taille en rond brillant, enfin de la taille joaillière. Là, on utilise une filière tout à fait traditionnelle de taille. Donc c'est un tailleur qui taille aussi des diamants naturels, bien entendu. Je profite de l'occasion justement pour dire que grâce au diamant lab grown que nous faisons, on fait revivre cette filière de taille de diamant. Et c'est assez extraordinaire parce qu'on forme des jeunes justement à ce métier qui est vraiment magnifique et qui était en voie de disparition en Suisse. Donc voilà. Alors ça c'est pour la taille joaillière, mais par contre pour les pièces micromécaniques, c'est pas de la taille qu'on fait, c'est de la gravure. Voilà, je voulais pas entrer trop dans les détails techniques, mais effectivement, on fait un plasma d'oxygène cette fois-ci, pour en quelque sorte brûler le diamant de manière parfaitement contrôlée. On utilisait un masque pour préserver justement une partie du diamant, et c'est celle que vous avez vue certainement. C'est une roue d'échappement qu'il y avait dans la boîte. Donc voilà, et ça c'est un procédé qui est bien maîtrisé, ouais, absolument. Et ça c'est fait à l'EPFL. C'est fait à l'EPFL. Très bien, je crois qu'il y a déjà quelqu'un pour la question suivante qui a le micro. Allez-y seulement, merci. Je sais. Bonjour, c'est pour le monsieur qui fait des diamants. C'est moi. Alors, d'après ce que j'ai compris, vous avez mis en place plusieurs types de tokens, suivant, on va dire, le niveau de service premium ou le type de diamant, ou je ne sais pas si on peut dire raréfaction du procédé, ou meilleure propriété à terme. A priori, un token basique,
diamant basique. Token beaucoup plus intéressant, beaucoup plus cher aussi, diamant beaucoup plus important. Mais de ce que vous nous expliquez, en fait, ce que j'arrive pas à comprendre, c'est la supply de chacun des tokens, elle est fixe. C'est le concept en fait même. Aujourd'hui j'ai des tokens, je les utilise, ça les brûle. Ils n'existent plus, il n'y en a plus. Qu'est-ce qui se passe quand votre supply sera complètement à Z? C'est-à-dire, aujourd'hui vous êtes en train de nous dire, on rajoute des machines. On a fait des levées de fonds aussi pour multiplier, démultiplier la capacité de production, on est d'accord. Mais à partir du moment où, alors je suppose qu'il y a quand même un calcul mathématique qui fait que vous avez dû calculer le nombre d'heures d'utilisation totale des machines par rapport à la supply, voilà, pour avoir une estimation de combien de temps d'opération vous avez. Mais qu'est-ce qui se passe derrière? Je pense que c'est effectivement une très bonne question. Parce qu'à partir du moment où vous avez vendu vos tokens, donc là aujourd'hui les tokens sont vendus, les gens vont au bout d'un moment commencer à les utiliser. À partir du moment où ils vont commencer à les utiliser, mécaniquement, la supply va descendre, du coup, le prix va forcément augmenter. Mais qu'est-ce qui se passe à la fin? C'est-à-dire que quand tu auras, même à la rigueur, quitte à ce que ce soit des prix démentiels, qu'est-ce qui se passe quand il n'y a plus de tokens? C'est-à-dire tout l'appareil de production, comment vous voyez? Il y aura forcément une transition. Absolument. Il n'y a pas de transition. Je pense, je ne suis pas non plus entré dans les détails, effectivement. Mais les token owners ont priorité pour capturer les opportunités industrielles qui s'offrent à Lake Diamond. Mais par contre, s'ils refusent, ou si le prix est trop bas, s'ils considèrent qu'ils peuvent prendre une opportunité ultérieure plus intéressante, mais finalement, la commande elle revient directement à Lake Diamond. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ensuite, pour le calcul mathématique, là, si on considère toute la production sur 5 ans, la partie tokenisée représente 3%, uniquement 3%. Donc voilà. Et le 97%, effectivement, c'est une utilisation tout à fait normale des machines. Donc, est-ce que ça répond à votre question ou... Vous avez alloué uniquement 3% de votre capacité de production globale totale sur une échelle de 5 ans en vente de tokens. Donc, admettons sur une ICO, vous en avez monté plusieurs des ICO, je suppose, pour avoir... Non. Alors, il y a un seul token qui vous permet d'adresser toutes les applications. Donc, c'est un seul token qui représente une minute de production. Et on a vraiment réfléchi justement à la manière d'adresser toutes les applications potentiellement. Et c'est pour ça qu'au début, on voulait tokeniser le diamant. Donc, on voulait constituer des stocks, tokeniser le diamant. Il y avait un problème légal à ça, effectivement. Donc, on en est venu à la conclusion que finalement, c'était une meilleure idée de tokeniser les minutes de production, de sorte que finalement, quelle que soit la qualité du diamant à produire, les gens pourraient utiliser leurs tokens. Vous voyez? Ça généralise en fait l'utilisation des tokens à tous les produits potentiels. Très bien. Merci Pascal. On va avancer. Il y a peut-être il y a madame qui est déjà là avec le micro en main. Je vous en prie. Bonjour, merci Cécile May. J'aurais une question pour Maître Mignon. Au sujet justement des ICO, je me suis laissé dire que l'année 2019 allait être des STO. Est-ce que vous voudriez commenter là-dessus, s'il vous plaît? Oui, alors c'est assez intéressant et le cas de Lake Diamond est aussi assez intéressant et ça montre l'évolution et aussi le rattrapage. Les STO, pour les non-initiés. Je vais l'expliquer. On voit un rattrapage de la finance traditionnelle sur cette nouvelle innovation et sur ces nouvelles technologies. Je m'explique. Au début, je veux faire ma levée de fonds, je fais mon site internet, je mets mon adresse, j'envoie ma monnaie cryptographique, je reçois mes tokens. Très simple. Aujourd'hui, on veut faire des security tokens, donc les STO, c'est les security tokens, c'est-à-dire des tokens qui représentent des valeurs mobilières, en disant, finalement, si ça représente une action d'une société, je pourrais avoir des dividendes, si ça représente des parts de chiffre d'affaires, j'aurai un revenu, etc. Et donc, ça sécurise les investisseurs. Mais, d'un autre côté, ça fait revenir dans la boucle les investisseurs institutionnels qu'on voulait écarter au début, et ça fait intervenir des banques dans le processus de levée de fonds, parce que si on commence à distribuer des valeurs mobilières, il nous faut une bourse.
il nous faut toutes les autorisations nécessaires, etc. Donc en fait, c'est un rattrapage de la finance traditionnelle sur la technologie blockchain. Et on nous dit 2019, ça sera STO. Peut-être, ça sera peut-être le cas, mais j'y vois surtout une entrée un peu plus importante de la finance traditionnelle qui veut simplement reprendre un petit peu la main là-dessus et repasser par un système bancaire traditionnel et repasser par des systèmes qu'on connaît très bien. Donc ça le sera peut-être. On verra, ça sera assez intéressant. Tout le monde se prépare un petit peu à ça en disant ça sécurise les investisseurs vont donner de l'argent, mais on voit qu'on est loin de l'image du début, parce que l'image du début c'était quoi? C'était plutôt des jeunes dans la technique qui veulent investir dans des projets qu'ils aiment bien, et aujourd'hui on veut mettre en place un système qui sécurise l'investisseur traditionnel avec des canaux qu'il connaît. Voilà. Merci. Je vous prête mon micro, allez-y. Oui, Monsieur Gallo, j'ai la question suivante. Vous allez, lorsque l'ICO sera fini, j'ai l'impression que l'ICO n'est pas encore terminé, vous allez vous retrouver avec un compte en Ether, c'est ça? Non, en cash? Oui, absolument. Ah d'accord, en cash. Donc l'entreprise a bien encaissé du cash dans ce cas-là. Hein? Alors, ça me permet de parler du contexte difficile en ce moment des ICO, justement. Ça vous aura pas échappé. L'Ether dégringole, le Bitcoin aussi, c'est pareil. Donc, et c'est pas qu'on l'avait prévu, mais effectivement, vu qu'on a une vie de société normale, on paie des salaires, on a des fournisseurs à payer, etc. Il nous faut du cash, enfin des fiat. Voilà. Donc, dès le début, on avait pris le parti de convertir systématiquement les Ethers en fiat. Et puis, voilà, le contexte fait que les gens investissent plutôt en fiat actuellement. Et si on comptabilise tout ce qu'on a reçu jusqu'à présent, 95% on a reçu en fiat. Francs suisses, dollars, etc. Merci. Euros. Là où il y avait des questions, je vous écoute. Oui, c'est pour Monsieur Mignon. Au sujet des tokens de paiement, en fait, dans le fond, quelle est la différence entre un token de paiement et un bon cadeau de la COP? Alors, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein, si ça ressemble à un canard, etc. Bon, votre bon, c'est quoi? C'est la créance que vous avez contre la COP d'échanger votre bon contre le cadeau, contre le produit, etc. Hein, d'accord? C'est un moyen d'échange. On se rapproche plutôt du voucher, c'est-à-dire j'ai une créance contre la COP qui est matérialisée par ce titre. C'est un titre, hein, et vous aurez le droit de recevoir. Dans le cas de la création du système de paiement, vous mettez en place tout un système où votre bon de la COP, vous pourrez aussi aller l'utiliser à la boulangerie, vous pourrez aussi aller l'utiliser pour aller chercher de l'essence. Et tous ceux qui sont et qui font partie de ce système de paiement reconnaissent que ce bon de la COP vous permet d'acheter de l'essence, vous permet d'acheter du pain, etc. Donc, dans le cas de la création du système de paiement, c'est tout le système qu'on met en place. Il faut voir ça un peu comme Visa plutôt, ou comme Mastercard. On met en place un système dans lequel tous les partenaires qui sont dans ce réseau reconnaissent que votre bon de la COP vous permet de payer. Si je puis me permettre, juste pour compléter votre réponse, Maître Mignon, il n'y a pas de date d'expiration non plus au token. Donc effectivement, c'est une différence majeure avec certainement les bons de la COP, mais sinon, effectivement. Ouais. Merci. Qui a le micro? C'est moi qui... Alors, encore 2 questions, je vous en prie. Bonsoir, volontiers une question pour un petit peu Pascal Gano et Maître Vincent Mignon aussi. Pourquoi finalement une ICO plutôt qu'une levée de fonds traditionnelle, et quelles sont mes garanties avec vos tokens par rapport à une levée de fonds traditionnelle? C'est une excellente question encore. Il y a plusieurs manières en fait de répondre à cette question. Déjà, parce que c'est possible. Et ça, c'est la première réponse. Il faut voir la complexité que c'est donc de devoir répartir finalement
les bénéfices des ventes à... Là, on a à peu près 2000 souscripteurs. Au moment où je vous parle, on a 2000 souscripteurs à ICO. Donc là, effectivement, si on devait faire ça manuellement et de manière absolument sécurisée, à mon avis, on devrait à peu près créer le même système en fait, que la blockchain, sachant que effectivement, notre token, c'est un token ERC20 basé sur Ethereum. Donc la première réponse, c'est pas une bonne réponse, hein, j'avoue. C'est possible. Hein. Maintenant, c'est possible. La deuxième réponse, c'est naturel, puis là, c'est par honnêteté intellectuelle que je le dis, c'est pour éviter d'être dilué. Je veux dire, quand on est un entrepreneur, qu'on cherche 60 millions, c'est pas rien. Il y a déjà beaucoup d'argent qui a été investi dans la société, ça se compte en dizaines de millions, mais 60 millions, même à ce stade-là, c'est beaucoup d'argent, sans dilution. C'est vraiment considérable. La contrepartie, c'est qu'on se prive d'une partie de notre chiffre d'affaires dans le futur. Donc on paie ça assez cher, hein. C'est-à-dire qu'en moyenne, d'après nos estimations, le token va sortir avec un multiple de 3. Donc on lève 60, on va devoir faire une croix sur 180 millions de chiffre d'affaires dans le futur, à horizon 3 ans à peu près. Donc c'est quand même... voilà, il faut vraiment peser le pour et le contre. Je laisse peut-être Maître Mignon de compléter mon... Non, très rapidement. Alors, si votre token représente une action et que vous vendez votre action, respectivement que vous vendez votre token, ça revient au même. La seule chose, c'est effectivement, on évite des droits de dilution, etc. Mais il y a un projet aujourd'hui, qui est le projet Mon Pèlerin, dont l'objectif est que l'action de la société soit le token. Donc du coup, vous avez le token, c'est l'action. Donc c'est la même chose. Et du coup, quand vous allez faire votre ICO et que vous allez émettre votre jeton, vous allez retomber dans le cadre de l'offre publique. C'est comme une mise publique de votre société. Donc là, les distinctions elles deviennent fines comme un papier de verre. Par contre, si on va plus loin, c'est-à-dire que j'aime bien Alexis Roussel, s'il était là, il vous parlerait des DAO, quoi. Il vous dirait, il y a des organisations autonomes décentralisées, et vous verrez, la société de demain, c'est plus des gens qui sont à Neuchâtel et qui travaillent avec des gens d'Yverdon, ça sera des gens de Los Angeles, de Singapour, etc., qui seront réunis au sein d'une organisation digitale décentralisée, dont les droits de vote seront incorporés dans des jetons et qui représenteront l'économie et la société anonyme ou société à responsabilité de demain. Et ça, c'est les premiers prémices, à mon avis, d'un bouleversement total sur l'organisation, comme l'a pu l'être révolution industrielle en Angleterre avec la création des personnes morales. Il n'y avait pas de personnes morales en Angleterre à la révolution industrielle, on a créé les personnes morales pour l'industrie. Si on bascule ça dans l'économie digitale et qu'on est sans frontières internationales, il faut des nouvelles formes d'organisation et les tokens vont représenter les nouvelles formes de parts de propriété de ces organisations-là. Mais ce n'est pas pour tout de suite. Merci. Merci beaucoup. On va clore ici le chapitre questions et réponses qu'on pourra bien sûr poursuivre en aparté lors de l'apéritif qui va suivre. On remercie nos interlocuteurs. Vraiment, les propos étaient de très haute tenue ce soir. On vous remercie beaucoup. Et Sandy va reprendre la parole pour clore la manifestation. Merci. Je vous en prie, vous pouvez seulement reprendre place également. Merci effectivement pour la qualité de vos interventions.